C'est l'heure du second débat de ce Sens Public avec cette question posée à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale. La France a-t-elle encore les moyens de sauver son modèle social, assurance chômage, système de retraite par répartition, sécurité sociale, comment les maintenir à flot avec un déficit à près de 6%, une dette de 3 400 milliards. Avant d'en débattre, on remonte aux origines de la Sécu avec Fabien Recker. Elle est née au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Par 2 ordonnances prononcées en octobre 1945, le gouvernement provisoire de la France crée la sécurité sociale, inventée pour couvrir l'ensemble de la population française contre les risques de la vie, comme la maladie, la vieillesse ou le handicap. Et les Français s'y attachent. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. Pour la sécurité sociale, ce serait une catastrophe. Mais très vite, apparaît le débat autour de son financement. Le fameux trou de la Sécu préoccupe déjà les pouvoirs publics dans les années 60, en pleine Trente Glorieuses, et il ne va plus nous quitter. Cette année, 3 milliards de nouveaux francs de déficit. L'année prochaine, si on n'avait rien changé, 4 milliards. Et ainsi de suite. Nous parviendrions, si nous ne faisions rien à partir d'aujourd'hui, à 14 milliards de déficit sur le régime général. C'est inacceptable. Un déficit qui devrait atteindre 22 milliards d'euros en 2025. Et un retour à l'équilibre n'est pas en vue, principalement à cause des dépenses de la branche maladie. L'éléphant dans la pièce, aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la santé. Et c'est là qu'il faudra faire des efforts, parce que c'est là qu'est le déficit. En fait, les dépenses de santé augmentent de 4,5% chaque année. C'est une dynamique que l'on a du mal à freiner. Donc il faut stabiliser ça. Faire des économies en réduisant nos dépenses de santé ou leur prise en charge par l'assurance maladie, le sujet ne fait pas l'unanimité. Oui, la dépense est de plus en plus importante du fait du vieillissement de la population, du fait du développement des maladies chroniques, mais il y a une réponse très simple à ça, c'est de maintenir des recettes suffisantes. Ça n'est pas une fatalité, le déficit de la sécurité sociale, c'est des choix politiques. Pilier de notre modèle républicain, la sécurité sociale va fêter ses 80 ans. Une vieille dame qui inquiète les Français. Ils sont 84% à estimer que son avenir est menacé. Voilà, et dans ce sujet, on a vu des extraits du documentaire Sacré Sécu de Rebecca Fitoussi et Adrien Benoliel qui est coproduit par Place 62 et Public Sénat et qui sera diffusé le 18 octobre prochain sur notre antenne. On se pose cette question, la France peut-elle encore sauver son modèle social? Avec Dominique Méda, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, spécialiste du travail et des politiques sociales. Vous publiez Une société désirable, c'est chez Flammarion. Et puis, vous aviez publié avec Alain Lefebvre Faut-il brûler le modèle social français? C'était au Seuil. On a failli vous piquer le titre, mais bon, on s'est dit, allez, non, on va quand même faire preuve d'un tout petit peu d'imagination. Bref, on n'en est pas loin, puisqu'on se demande si on peut sauver ce modèle social. Erwan Le Nohan, bonsoir et bienvenue. Vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol, chroniqueur à l'Opinion, et vous publiez L'Obsession égalitaire. C'est chez quel éditeur déjà? C'est aux Presses de la Cité. Presses de la Cité, merci beaucoup. Aline Leclerc, bonsoir et bienvenue. Vous êtes reporter au service économie du Monde, et Mickaël Darmon, éditorialiste pour Sens Public, évidemment, restez à mes côtés. Question très générale, est-ce qu'on a toujours les moyens, Dominique Méda, de se payer un aussi beau modèle social? J'espère que oui. Enfin, ouais. Il faut absolument qu'on puisse se le payer. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est une invention extraordinaire. Ouais. C'est un trésor national. Je crois que les Français le savent, ils partagent cette idée, ils sont donc prêts à payer pour. Et simplement, il faut qu'on soit capable de continuer à montrer en quoi ce modèle est vraiment intéressant. On a accès à tous les soins, on peut aller à l'hôpital comme on veut, on a un reste à charge, c'est-à-dire ce que payent les ménages, qui est très très faible. Donc voilà, je pense que oui, il faut essayer de le sauver. Dans Le Monde, j'avais une chronique, j'ai une chronique mensuelle, donc la semaine dernière, j'ai consacré ma chronique à cette question, en attirant l'attention sur un rapport qui a été rendu à François Bayrou en juin, un rapport de 542 pages, qui s'appelle « Pour un redressement durable », et qui est plein de propositions. Je ne sais pas pourquoi personne ne parle de ce rapport. Il est génial. On va en parler. Voilà. Heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'idée sans que vous nous le signaliez. Je vais être très honnête. Donc il y a de quoi. Mais on va utiliser quelques idées, évidemment. On y reviendra un peu plus tard. Je reste pour commencer sur le constat. Erwan Le Nohan, à quel point il est en danger, ce modèle social, pour vous? Je suis assez d'accord avec ce que Dominique Méda vient de dire. C'est-à-dire que tout le monde y est attaché, que
tout le monde voit les résultats positifs de la sécurité sociale sur les 50 ou 80 dernières années, pardon. La question du danger, je pense, c'est pas tant de l'existence de la sécurité sociale que des efforts qu'il va falloir faire pour assurer sa soutenabilité financière. Donc je ne crois pas que la sécurité sociale soit en danger. Personne en France ne propose de supprimer, de privatiser la sécurité sociale. On va partir sur un modèle à l'américaine, ça c'est sûr. Non, ce n'est pas le cas. Par contre, la question, c'est comment on assure sa soutenabilité financière, comment on fait en sorte que, justement, demain, on puisse continuer d'avoir un niveau de prestation qui soit suffisant pour l'ensemble des Français, avec les financements et l'équilibre financier qui y correspond. Oui, effectivement, et avec un niveau de déficit, d'endettement qui sont ce qu'ils sont. Que disent les Français que vous avez rencontrés en reportage sur ce modèle social à l'Union locale? C'est vrai que le modèle social, il est un peu au cœur des manifestations en ce moment. C'est-à-dire la sécurité sociale, c'est contribuer selon ses moyens, bénéficier selon ses besoins. Et je crois que c'est quelque chose auquel les Français adhèrent énormément. Et c'est bien la question qui est posée, je crois, en ce moment, sur le fait de dire... en fait, parfois les gens disent les gens qui sont dans la rue sont dans le déni par rapport au déficit. Je ne crois pas du tout. Pas du tout. Mais les gens qui sont dans la rue, ils disent est-ce qu'on contribue bien tous selon nos moyens? Voilà, quelqu'un me disait, je me rappelle d'une cadre qui gagnait bien sa vie, elle disait mais moi je paye mes impôts, j'ai aucun problème avec le fait de payer mes impôts, mais j'espère que les plus riches, eux aussi, jouent le jeu. Je me rappelle d'une petite chef d'entreprise qui me disait de la même façon, moi je paye tout ce que je dois, je le paye. L'impôt sur les sociétés, quand je fais des bénéfices, je le paye, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on me dit qu'en fait, les grandes entreprises, elles jouent pas le jeu, alors que moi, petite entreprise, je joue le jeu, c'est là où je suis pas d'accord. Donc ce sentiment d'injustice, en fait. Ce sentiment d'injustice, c'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment très forte adhésion à ce système, à ce pacte social, je dirais. Et l'impression j'ai l'impression que ça a été un peu mis au devant de la scène, notamment par la commission sénatoriale sur les aides publiques aux entreprises. On est sur Public Sénat et je conseille aux gens qui n'ont pas regardé ces échanges-là, qui sont pourtant édifiants et très forts. Je pense que cette commission-là, elle a mis sous le nez des Français le fait qu'il y avait notamment des aides qui étaient données aux entreprises, à tort ou à raison, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le dire. Voilà. Ça a pris des mois pour savoir combien. On est arrivé à 211 milliards grâce au travail des sénateurs et des sénatrices. Et puis ensuite, il y a la question de la conditionnalité. C'est-à-dire, on donne des aides, comment on les contrôle et à quoi ça sert. Donc ça, c'est un vrai débat. Et je pense qu'il va continuer d'être nourri dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On s'est appuyé dans notre première partie d'émission sur le baromètre Odoxa. Il y a aussi une question à l'occasion des 80 ans de la sécurité sociale qu'on a posée aux Français. Diriez-vous que vous êtes très attaché à notre système de sécurité sociale? Là, on n'a pas été surpris par ce 91% de oui. Mais alors, il y a une question qu'on a posée. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher? En moyenne, combien d'euros par an seriez-vous prêt à payer en plus pour garantir l'avenir de ce système de sécurité sociale? Il y a 59% des Français qui disent zéro, je ne veux pas donner plus d'argent. 20% qui disent moins de 100 euros, etc. etc. Est-ce qu'on peut, Dominique Méda, garder une sécurité... Là, on se focus sur la sécurité sociale pendant quelques instants. Garder une sécurité sociale qui protège tous les Français, c'est ce modèle dont vous nous parliez, sans quand même payer un peu plus. C'est une très bonne question et c'est la question à laquelle le rapport dont je vous parlais répond. C'est le rapport notamment du Haut Conseil du financement de la sécurité sociale. Donc ils regardent tout ça. Ils disent oh là là, il y a une grosse dette, il y a un déficit qui est prévu et donc il faut absolument redresser. On ne peut pas rester comme ça. Et donc qu'est-ce qu'ils proposent ? Il faut travailler sur le taux d'emploi. Plus on a de gens au travail, mieux c'est. Il faut travailler sur la qualité de l'emploi. Il faut donc lutter contre le chômage. Et il faut aller chercher des ressources nouvelles. Et il y en a plein, finalement. Et notamment, moi, je me suis intéressée à l'une en particulier. Vous savez qu'on a la CSG. Maintenant, on a de moins en moins de cotisations parce que ça pèse sur le coût du travail. Et de plus en plus d'impôts et de contributions publiques. Genre CSG, 155 milliards, donc une très grosse ressource. Et cette CSG, elle pèse sur les revenus d'activité et sur tous les autres revenus, y compris revenus de patrimoine, de placement, etc. Et apparemment, on pourrait tout à fait augmenter la CSG sur les revenus patrimoniaux, du capital, tout à fait, du patrimoine, parce que, comme on le sait, l'INSEE l'a très bien montré, les revenus patrimoniaux ont explosé, et donc on pourrait très bien,
on pourrait le faire en plus juridiquement, augmenter le taux de la CSG sur les revenus du Donc patrimoine. rééquilibrer la part de CSG qu'on prend sur les revenus du patrimoine ou du capital par rapport à celui du travail, c'est ce que je comprends en quelque sorte. C'est-à-dire rendre à la place des revenus du capital la place qu'elle doit prendre, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui... C'est une façon de faire contribuer les plus riches aussi. Mais exactement, donc c'est vraiment un super moyen. On parle de la taxe Zuckman, mais on peut aussi aller chercher des ressources là. Et alors à la fin de ce rapport, il y a toute une liste avec toutes les possibilités d'augmentation des ressources et leur chiffrage, et on voit que on peut vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Et on peut doucement aller un petit peu ici, un petit peu là, et assurer l'avenir de notre sécurité sociale. Espérons qu'ils ne dorment pas au fond d'un placard. Le problème, c'est que le Premier ministre est parti. Voilà, avec la succession de Premier ministre que l'on est en train de vivre. Question d'Inès qui nous écrit de Varennes, le grand merci. Hein, et n'hésitez pas, toutes et tous, participer à notre émission. C'était une question que j'avais prévue, Inès, donc on se rejoint. La carte vitale donne-t-elle une illusion du tout gratuit qui nuit à la compréhension réelle du coût de la santé? Erwan Lenohan. Je ne suis pas un grand spécialiste de la façon dont les consommateurs ou les usagers ou les patients perçoivent le paiement. Ce qui est sûr, c'est que vous perdez n'importe qui, quand vous le disiez, quand le reste à charge est très faible et qu'on n'a en plus pas besoin d'avancer les liquidités, probablement que le coût est moindre, on ressent moins le coût que quand on doit débourser de l'argent. Cela étant, c'est aussi le propre de l'ensemble des services publics. C'est une des logiques du service public, c'est-à-dire qu'on ne débourse pas immédiatement l'argent et pourtant on en a le bénéfice. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel de la question. Il y a probablement, effectivement, dans des endroits, des abus et autres qui sont liés au fait qu'on ne perçoit pas et qu'on n'avance pas l'argent. Mais je ne crois pas que ce soit ni le cœur du sujet de la sécurité sociale. On reviendra sur la fraude dans un instant, ce sera l'objet d'une chronique. Ni la solution miracle pour rétablir les comptes. Mais quand même, alors je vais vous poser la même question, il y a un aspect un peu psychologique, je ne sais pas comment vous le ressentez, Aline Leclerc, c'est vrai, le fait de ne pas avoir à sortir d'argent quand on va à la pharmacie ou chez le médecin. On peut trouver ça génial, c'est peut-être le principe du modèle social français, ce n'était pas exactement le cas il y a quelques années. Oui, alors... Pareil, je n'ai pas d'études qui me permettent de dire ça. Je décalerai juste un peu parce que, en fait, quand on pose cette question-là, on pose la question de les gens, ils consomment mal, comme s'ils se faisaient plaisir à aller acheter des médicaments et qu'ils consommaient des médicaments un peu à tort et à travers. Les médicaments qui sont remboursés par la carte vitale, normalement, ils sont prescrits par un médecin. Voilà, on a bien vu qu'il y a dans le discours qu'avait eu François Bayrou quand même toute une allusion au fait que finalement sur les arrêts longues maladies, il y a toute une suspicion et c'est un peu ce climat de suspicion permanente qui détourne, il me semble, un tout petit peu le débat parce que voilà, je ne sais pas, vous, autour de vous, je pense que les spectateurs, voilà, comment vous faites, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans non plus une consommation frénétique de médicaments. Est-ce qu'on ne détourne pas un tout petit peu le débat en pensant que c'est trop léger de consommer grâce à la carte? Moi, je connais des gens qui ont deux magasins préférés, la librairie et la pharmacie. Hein. Je donnerai aucun nom. Je donnerai aucun nom. Oui, mais là, c'est la différence. Oui, mais la pharmacie, on peut acheter du shampoing ou de la vitamine C, si vous voulez. C'est pas la même chose que ce qui est remboursé avec la carte vitale. Effectivement. Alors, il y a Gaël Sliman qui était dans notre premier débat qui m'a rappelé qu'ils avaient sorti un baromètre pour la mutualité française qui porte sur la sécurité sociale. 84% des Français qui pensent que le déficit de la Sécu met en cause son avenir et 90% qui anticipent finalement, ils se disent on sera moins bien remboursé à l'avenir. Dominique Méda, vous nous avez dit qu'il y a des solutions. C'est parce qu'ils n'ont pas lu le rapport. Mais oui. mais alors vous qui êtes une spécialiste, est-ce qu'il y a effectivement des données chiffrées ou pas qui disent que le tout gratuit incite à la consommation médicale? Moi, je suis d'accord avec Aline Leclerc. Dites non. Non, il n'y a pas de... De toute façon, le système est quand même bien serré. Hein. Je veux dire, il vous faut en effet une prescription médicale. Alors, on peut avoir des médecins véreux. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Non, on a appris hier qu'il y a des médecins qui sont régulièrement de plus en plus menacés ou agressés, notamment pour se faire voler des tampons ou des mais je crois que dans le reportage, c'était très important ce qui a été dit. C'est-à-dire que oui, on a une dépense de santé qui augmente plus vite que le PIB. Pourquoi? Parce qu'on a des innovations thérapeutiques extraordinaires. On nous dit qu'on va pouvoir soigner plein de cancers maintenant. Ça coûte cher. On vieillit et on a des maladies chroniques de plus en plus répandues. Et donc voilà, c'est ça qu'on doit prendre en charge finalement. Et c'est là qu'on doit essayer de nuancer nos positions pour voir qu'est-ce qu'on va très bien rembourser, qu'est-ce qu'on va moins rembourser. Il y a toujours lié à l'affaire des cures thermales, de toutes ces choses.
Non, et si je puis me permettre, juste sur le financement de la sécurité sociale, et c'est là que ça revient aux aides publiques aux entreprises, c'est qu'une grosse partie des aides publiques aux entreprises, c'est des exonérations de cotisations. C'est des cotisations qui ne rentrent pas. 80 milliards. Bah si. Oui, mais d'accord, mais ce n'est pas des aides aux entreprises, en fait. C'est des compensations de régulation. Je suis d'accord, vous avez tout à fait raison qu'on peut... Je suis tout à fait d'accord qu'on peut jouer sur le mot, est-ce que c'est des aides aux entreprises? En tout cas, vous êtes d'accord qu'il y a quand même 80 milliards d'exonérations de cotisations, et ça, c'est du manque à gagner dans les budgets. Hein. Tout à fait. Donc, non, mais c'est là où il ne faut pas faire... ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire croire aux gens que les trous, ils sont apparus comme ça. On a enlevé des cotisations sur les bas salaires pour, justement, aider à l'embauche de salariés peu qualifiés, très bien, sauf que ça a créé des trous qu'on n'a pas compensés. Oui. Donc, voilà. Alors, mais il y a deux présupposés, je pense, dans ce que vous dites. C'est d'abord, il y a l'idée qu'il est normal que l'argent des entreprises soit taxé, par principe. Et ensuite, l'idée, mais derrière, qui ressort également de vos propos, madame, c'est qu'on aurait un problème de recettes, de ressources. On est quand même le pays qui dépense le plus en matière de dépenses sociales. On est le pays qui dépense et qui prélève le plus de recettes publiques. On est à 51% du PIB de recettes publiques, de dépenses publiques à 57%. Donc, soit on est... Vraiment, les Français ont des besoins sociaux beaucoup plus importants que leurs voisins, soit il y a un moment une question aussi d'efficacité de la dépense publique. Moi, je ne crois pas du tout que les solutions soient d'augmenter les taxes, quelles qu'elles soient. On n'a pas aujourd'hui besoin d'augmenter les taxes. Il y a un besoin, à la limite, en gardant le même niveau de fiscalité et de dépenses publiques, de répartir la dépense publique autrement. On a par exemple une dépense en faveur des retraités qui est très importante en France et plus qu'ailleurs, et les retraités ont un meilleur niveau de vie que les autres générations. On peut d'ailleurs intégrer ça à notre modèle social. On peut l'intégrer, mais ça a un coût. Et donc il faut se savoir, dans ce cas, quels sont les choix. Est-ce qu'on peut très bien faire le choix effectivement? Et donc vous dites, on ne va pas pouvoir continuer de tout financer, quoi. On ne va pas pouvoir continuer de tout financer, et on ne pourra pas le financer par de la fiscalité supplémentaire. Économiquement, ça ne tiendra pas. Bon, je reviens sur ce que vous disiez sur les dépenses sociales très élevées. Vous savez en même temps que l'Autriche, l'Allemagne, le Luxembourg ont des dépenses par habitant plus élevées que nous. Donc certes, on est premier en pourcentage du PIB. En plus, ces dépenses sociales, c'est pas de l'argent qu'on met dans un trou. C'est nos retraites, c'est les hôpitaux, c'est les remboursements de soins de santé. Donc c'est pas des dépenses. Il y a toujours une bonne justification à la dépense. Non, mais c'est des transferts sociaux. C'est super important de voir la différence. Quoi. Et autre moment, hein, vous savez aussi qu'on est le pays où les inégalités de revenus primaires sont les plus fortes. Et donc notre modèle social, il arrive et il redistribue énormément pour que derrière, on ait en effet... Oui. Donc, on fait diminuer notre taux de pauvreté de 9 ou 10 points, c'est énorme. Ouais. Mais il y a quand même une question d'efficacité de la dépense publique. On y reviendra, mais il y a une autre thématique qui nous semble importante, Mickaël, puisque c'est le thème que vous avez choisi pour votre éditorial, c'est quand même la question de la dette, ce modèle-là social qui fait la fierté de la France, qui est en train de devenir, en tout cas, c'est la question qu'on se pose, son boulet. Quand vous entendez cette phrase, ça vous met en colère. Pourquoi ? Vous savez, bon, c'est la chanson, hein, on pose la question, il est où le bonheur ? Moi, je vous pose la question, il est où le courage ? Voilà, il est où le courage ? Parce que pas celui qu'on plastronne devant les caméras, pas celui des petites phrases bien ciselées de nos élus dans les plateaux télé. Non, celui qui consiste à dire la vérité et à regarder les choses comme elles sont. À commencer par celle-là. Le modèle social français, ce fameux modèle social français, eh bien, en fait, c'est une fiction que l'on a financée depuis 4 décennies à coup d'emprunt, et quelles que soient les couleurs des gouvernements, à coup d'emprunt sur les marchés financiers. Et encore une autre, durant des années, les dirigeants n'ont pas été capables d'empêcher l'évolution du chômage de masse, ni de tenir tête aux apprentis sorciers qui ont vendu du faux rêve avec cette mondialisation heureuse qui devait rendre tout le monde absolument épanoui. C'était forcément aussi un faux rêve. Mais voilà, il fallait gagner des élections, il fallait gagner des places dans les sondages. Alors, tout le monde le sait, hein, on l'a compris, il vaut mieux tomber malade qu'à Paris qu'à Londres. Hein. Mais vous connaissez l'état des hôpitaux, vous connaissez les taux d'attente, on vient d'en parler, les taux de prélèvement obligatoires extrêmement élevés, et avec un service public que l'on constate souvent et que l'on subit comme souvent étant délabré, parents pauvres, une politique publique. Au pays qui a aboli les privilèges, on a magnifié les mécanismes, comme par exemple des niches fiscales qui ont accentué les inégalités et ont privé de ressources le modèle social. On vient d'entendre parler d'un rapport qui a tout le tableau pour pouvoir trouver de l'argent sans forcément augmenter une fiscalité. On n'a pas osé le dire non plus.
80% d'une génération qui devait aller au bac. Ça ne marchait pas. Il fallait aussi dire que pour pouvoir faire du travail, faire empêcher un chômage de masse, il fallait aussi avancer et avec l'apprentissage. Et d'ailleurs, quand on a fait des lycées d'excellence, la première chose qui a été faite après un nouveau gouvernement, ça a été de les supprimer. Bref, ces dirigeants, au fond, qui n'ont pas eu ce courage-là, on pourrait continuer longtemps, mais en fait, il faut dire aux Français, voilà pourquoi on est en colère. Alors, et donc ça, c'était votre constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous proposez? Le glossaire des solutions, on les connaît aussi avec son sous-texte. Quand on entend parler de réformes courageuses, traduire les plus fragiles, les classes moyennes, vous allez payer. Quand on dit qu'il faut faire du réalisme, traduction, on va être encore dans le déni. En fait, il y a une niche à supprimer. Celle qui vise à optimiser en permanence les carrières politiques, gérer à la petite semaine, avec un discours bien ficelé, qui bien respecte l'équilibre entre la ligne partisane et puis le conseiller en communication. Ça, il faut absolument s'arrêter parce que dans ce contexte très chaotique qui nous mène tout droit vers l'accident démocratique, eh bien, il y a une urgence. Il faut refabriquer l'intérêt général, il faut entendre les injustices, il faut oser injecter non pas une dose de proportionnel, mais une dose de cheval d'équité dans le système, de façon à réparer, parce que l'archipélisation, c'est certes un très beau concept qui permet d'expliquer l'état dans lequel se trouve la société française, mais ce n'est pas du tout une solution. Au contraire, il va falloir tisser, recoudre, bâtir, ressouder et regarder enfin les problèmes en face, parce que beaucoup ne le savent pas, mais l'emblème de la France, ça n'est pas l'autruche. La politique de l'autruche. Alors, je voudrais qu'on parle d'endettement. Est-ce que vous dites, Dominique Méda, vous n'étiez pas d'accord avec tout ce que Mickaël Darmon a pu asséner, mais ça sert à ça un édito. Oui. Sur l'endettement, est-ce qu'on a financé 40 ans de modèle social par la dette? Mais alors, la dette de la Sécu, c'est 263 milliards sur une dette totale de 3100 milliards, 8,5%. Oui. C'est pas non plus absolument gigantesque. Je veux dire, c'est 8,5% de la dette. Donc, oui, mais si on fait le même raisonnement secteur par secteur, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 3400 milliards de dette. Non, mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le problème ne vient pas là immédiatement de la Sécu. Et je voulais juste vous rappeler, je sais pas, on se rappelle tous de Jean-Marc Sylvestre, vous vous souvenez, qui tapait à mort sur la sécurité sociale. Et puis il y a je sais pas trop quoi, un arrêt cardiaque ou un truc. Il arrive à l'hôpital. Il découvre que l'hôpital n'est pas du tout délabré, mais que l'hôpital, c'est un truc absolument génial. Bien sûr, il en a fait un livre d'ailleurs, Jean-Marc. Voilà, ils se plaignent les soignants, mais notre hôpital n'est pas délabré quand même. Non, mais il tient sur la bonne volonté des soignants. Oui, non, mais là, je suis entièrement d'accord, bien sûr. Il n'y aurait pas assez de bonne volonté des infirmières, des soignants. Non, mais totalement d'accord. Et je suis d'accord aussi avec la fin de votre propos quand vous parlez d'équité. Là, vous avez parfaitement raison. Ça, le vrai on a sous le pied un certain nombre de solutions qui, en effet, repose sur l'équité. On va remonter la CSG sur le capital parce que, pour l'instant, elle pèse trop sur les revenus d'activité et que les patrimoines immobiliers se sont hyper développés, que les inégalités aussi. Donc, moi, je crois qu'on a des solutions et je ne comprends pas très bien pourquoi les Français ont tellement peur. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, chers téléspectateurs, parce qu'on peut vraiment arranger les choses. Alors, vous nous parlez de ce rapport, vous nous parlez de la capacité à réformer la sécurité sociale et vous évoquiez la politique de l'autruche. Peut-être que certains politiques ont manqué de courage en la matière. En tout cas, il y a un autre extrait du documentaire Sacré Sécu dont je vous parlais tout à l'heure. Il y est question de courage politique et il y a plusieurs témoignages, notamment, ça commence par celui de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Écoutez. Toucher à la sécurité sociale, il faut le faire avec des pincettes en France. On a très peur de toucher à des populations particulières, à des populations vulnérables, ou bien au contraire de réduire des remboursements d'actes et de soins qui vont mettre à mal une profession de santé. C'est compliqué de toucher à la Sécu parce que c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. On peut comprendre pourquoi. Ça a presque valeur de mythe, de religion en France. La Sécu, c'est sacré, mais il ne faut pas non plus trop la sacraliser en pensant qu'elle est immuable et qu'elle est éternelle. Il faut du courage politique pour réformer la sécurité sociale. Si on montre suffisamment de courage en résistant aux oppositions que ça ne manque pas de susciter, on a aussi beaucoup à perdre. Et beaucoup d'hommes politiques y ont laissé des plumes et une partie de leur carrière. Mais faut-il réformer la sécurité sociale, Erwan Lenoir ? Évidemment, compte tenu des enjeux financiers dont on parlait tout à l'heure, la question c'est effectivement pourquoi est-ce que les Français résistent ou les réformes rencontrent une forte opposition. Il y a évidemment le fait, comme vous le disiez, que
les candidats ou les politiques qui ont essayé de faire des réformes ne l'avaient pas peut-être nécessairement très clairement expliqué au moment des campagnes, donc il y a un sentiment de trahison. Mais au-delà, c'est parce que la sécurité sociale, ça n'est pas tout le modèle social français. Le modèle social français, c'est évidemment la protection, c'est-à-dire qui est en bas, pour empêcher que les gens tombent trop bas, pour le dire de manière imagée, mais c'est aussi faire en sorte que les gens puissent monter. Or, la mobilité sociale en France, elle est en panne. L'école fonctionne mal et dégringole pour le coup dans les classements internationaux. Le marché du travail fonctionne pas très bien. Les universités fonctionnent pas très bien. Et donc, en fait, on a une situation dans laquelle on a convaincu les Français que la croissance n'existait plus. C'était plus pour eux. Il n'y a plus de croissance. En France, on n'essaye plus de croître. On se dit, il n'y a plus de croissance. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On est face à un gâteau pour reprendre une image, qui ne va plus grandir. Donc le seul enjeu qu'on a, c'est que si je perds une miette de mon gâteau, je sais très bien que je ne vais pas la récupérer par ailleurs. Et donc pour pouvoir réformer, il faut aussi donner des perspectives. Expliquer aux Français qu'effectivement on va réformer l'assurance chômage, mais parce que le marché du travail va mieux fonctionner, que l'école va mieux fonctionner, qu'on va remettre de la mobilité dans la société avec un peu plus d'élan. Oui. Cette sécurité sociale, je reviens vers vous, Anine Leclerc, elle a été pensée par le Conseil national de la résistance avec cette incarnation de la solidarité nationale. Est-ce que cet idéal comment il est perçu encore aujourd'hui par les Français? Est-ce que c'est dans l'inconscient collectif ou est-ce qu'on se dit, alors je reprends le baromètre dont je parlais tout à l'heure, il est en péril et ça devient un peu une utopie cet idéal? Alors moi je pense qu'au contraire, l'idéal il est très fort et je trouve que c'est ça qui est toujours touchant. Moi j'ai beaucoup suivi les manifestations de Gilets jaunes par exemple, donc que ce soit les valeurs liberté, égalité, fraternité ou que ce soit en effet cette espèce de pacte social dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'en effet c'est très fort. Mais je reviens juste sur ce que vous disiez parce que c'est toujours je trouve que c'est toujours la difficulté de penser les choses de façon macro si vous voulez, très loin, mais c'est moi les Français que je vois, c'est pas comme ça qu'ils pensent les choses. Les gens ils voient comment ça se passe dans leur entreprise et les gens ils voient dans la grande distribution aujourd'hui, c'est une vie au SMIC pratiquement. Vous êtes vraiment, en général, avec des primes, on compense un petit peu, on fait un peu monter les salaires. Mais vous dites un peu la même chose, c'est-à-dire que la mobilité sociale n'existe pas. D'accord, mais les gens voient bien que dans leur entreprise, il y a de la mobilité sociale. Les salaires des dirigeants de ces grandes entreprises, je veux dire, maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle les ratios d'équité. Donc, pour les entreprises du CAC 40, on regarde, entre le salaire moyen dans l'entreprise et le salaire des dirigeants, il y a un multiple de combien? On voit que cette distance, elle s'accroît, qu'aujourd'hui, il y a des ratios de 1 à 100. Il y avait une enquête de Terra Nova la semaine dernière qui demandait aux Français, vous pensez que le ratio d'équité idéal, c'est quoi? Il disait 1 à 10. Voilà. Donc, en fait, les gens, ils voient bien quand même que dans leur entreprise, les richesses, ils ne les trouvent pas toujours bien réparties. Et on oublie toujours que quelque chose on parle du pouvoir d'achat, on va dire, on va baisser les taxes, sur quoi on peut enlever un impôt pour que les gens aient plus de pouvoir d'achat. Mais c'est dans les entreprises qui peuvent le faire. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas le faire, j'en vois tous les jours. Mais c'est dans les entreprises qui peuvent le faire, on augmentait un peu les bas salaires. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas mieux répartir? Cette année, il y a eu un mouvement de grève assez suivi en intersyndical chez Thales. Thales, entreprise qui va très bien, ils font des bénéfices colossaux. Que disent les gens? Chez Thales, ils sont très bien payés, les gens, mais qu'est-ce qu'ils disent? Les bénéfices sont inégalement répartis. Et c'est sur ça qu'est parti le mouvement social, parce qu'ils disaient l'augmentation de salaire que vous nous proposez, elle est très basse. Ils leur proposaient, je crois, 1,1% d'augmentation de salaire. Ils disaient, mais c'est pas possible, avec les bénéfices qu'on a fait, vous ne pouvez pas nous proposer une si faible augmentation de salaire. Donc, vous voyez bien que, moi je trouve qu'on a tendance à lire les choses de façon très lointaine, mais les gens dans leur quotidien, eux, ils lisent avec les rapports qu'ils voient dans leur entreprise. Et la société, ils la lisent avec les jeux de pouvoir et les jeux d'inéquité qu'ils voient dans leur propre entreprise. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont les moyens d'augmenter les salaires et qui ne le font pas. Alors, on va s'intéresser, il nous reste une dizaine de minutes dans ce débat, et il y a un chapitre, et on va s'appuyer sur des projets de réforme autour de la fraude fiscale, la fraude sociale. Je propose à Quentin Calmet de nous rejoindre, parce que ça fait partie des chantiers du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, la lutte contre la fraude. Tout à fait, c'est l'un des leviers que Sébastien Lecornu compte activer pour réduire les dépenses de l'État. Il reprend d'ailleurs un projet de loi
déjà dans les cartons préparés par le gouvernement précédent, le gouvernement actuellement démissionnaire. D'ailleurs, Sébastien Lecornu, qui a précisé qu'il s'agirait d'un projet de loi ambitieux, je cite, présenté en même temps que les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, soit dans 2 semaines, puisque les 2 textes budgétaires doivent être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 13 octobre. Alors, que sait-on de ce texte? Alors, Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, l'a présenté au cœur de l'été, c'était le 2 août dernier. On retient 4 mesures phares dans le texte, présentées pour l'instant uniquement à la presse, pas encore sur le bureau des assemblées, et qui s'attaquent essentiellement à la fraude sociale, comme par exemple avec l'accès au patrimoine du bénéficiaire de prestations sociales pour les caisses de sécurité sociale pour s'assurer qu'il n'a pas de revenus non déclarés, rendre possible le remboursement de l'intégralité des sommes indûment perçues, ce qui n'est visiblement pas possible aujourd'hui, la géolocalisation des transporteurs sanitaires pour garantir l'exactitude des kilomètres facturés, et enfin taxer davantage les fraudeurs avec une CSG majorée, avec un exemple que donne la ministre. Un trafiquant inquiété, aux revenus illicites d'une valeur de 100 000 €, la sécurité sociale ne peut récupérer que 9 200 € au titre de la CSG. Avec un taux de 45%, on récupérera 45 000 €. La ministre, le 4 septembre dernier, qui a dit que ce texte pouvait fédérer au Parlement. Écoutez. Dans ce texte, il y a de nombreuses mesures qui peuvent rassembler les parlementaires parce que d'abord, c'est l'attachement de chacun au modèle social et quelque part, c'est un outil de protection du modèle social et qu'effectivement, cette trahison, nombreux seront les parlementaires à refuser la fraude et donc à donner les moyens à nos caisses de pouvoir lutter contre la fraude. Puis il y a un autre enjeu, Quentin, c'est de chiffrer le coût de cette fraude. Alors là, on a des estimations qui varient beaucoup. Oui, exactement. C'est notamment le combat d'une sénatrice centriste, Nathalie Goulet. Vous la voyez ici à l'image. Elle interpelle régulièrement le gouvernement. Elle a rendu plusieurs rapports sur ce thème. Et on l'a contactée tout à l'heure. Elle nous parle d'une estimation à 30 milliards d'euros par an. Cette fraude sociale, si on prend les fraudes aux cotisations de la part des employeurs, ainsi qu'aux prestations sociales. Mais effectivement, les chiffres qui varient beaucoup. Le Haut Conseil du financement de la protection sociale qui parle, lui, de 13 milliards d'euros par an. Merci beaucoup. Quentin, je vais vous poser un peu la même question aux unes et aux autres. Et je commence avec vous, Erwan Lenoir. Est-ce que la lutte contre la fraude peut permettre de combler le déficit de la Sécu ? Je ne pense pas que la lutte contre la fraude, je le disais tout à l'heure, permettra de rétablir la soutenabilité de la sécurité sociale, qui est une question d'efficacité de la dépense de manière générale et des politiques publiques qui sont mises en œuvre. La lutte contre la fraude, c'est très bien, je pense que personne ne défendra la fraude et personne ne peut à la fois vouloir le laxisme et le financement collectif. À partir du moment où il y a un financement collectif, il est normal qu'il y ait des contrôles. Cela étant, on voit bien qu'il y a un jeu politique à présenter la lutte contre la fraude comme une forme de volontarisme politique pour le dire très vite, de la droite si c'est la fraude sociale et de la gauche si c'est la fraude contre les entreprises. Tout ça, c'est probablement nécessaire, mais c'est un peu de l'écume parce qu'en attendant, on n'adresse pas les vrais sujets qui sont comment on fait pour avoir des politiques publiques sociales qui soient durablement efficaces. Votre avis, Dominique Méda, pareil, sur l'ampleur de cette fraude et sa capacité, enfin, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga des moyens pour combler le trou de la Sécu, pardon d'hésiter, parce que j'hésite parce que je vois qu'il y a une question, mais je ne suis pas sûr que vous ayez la réponse. Une carte vitale modernisée avec des données biométriques peut-elle permettre de limiter la fraude ? Je pose la question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre sur ce plateau, mais voilà. Non, mais est-ce que la lutte contre la fraude, ça va permettre de... Non, bien sûr que non. Ça suffit bien sûr que non. Non, mais c'est très bien de lutter contre la fraude, c'est très important, etc. Mais ça ne suffira pas. Moi, j'ai travaillé sur la fraude aux cotisations sociales. J'ai travaillé 3 ans avec les URSSAF contre la fraude aux cotisations sociales d'Uber et de Deliveroo et de toutes ces grandes sociétés qui font travailler des pauvres gens en général sans papier et qu'on oblige à être auto-entrepreneurs, etc. Il y en a pour des milliards, là, puisque ces entreprises, comme elles obligent les chauffeurs ou les livreurs à être micro-entrepreneurs, elles considèrent que ça n'est pas leurs salariés, donc elles ne s'occupent pas de leur santé et de leur sécurité, elles ne payent pas de cotisations sociales. Donc on a regardé avec mes collègues comment les inspecteurs de l'URSSAF et les inspecteurs du travail essayaient de ramener les trucs. C'est un boulot épouvantable et on n'a absolument pas les politiques publiques et les outils nécessaires mis à disposition de ces inspecteurs pour récupérer ces cotisations. On pourrait obliger ces entreprises à faire en sorte que ce soit des salariés et plus des auto-entrepreneurs. Alors, il y a 2 choses. D'une part, il y a en effet des procès en requalification qui sont très nombreux. Et là, ça dure depuis des années. Et puis après, il faudrait qu'il y ait des obligations qui pèsent sur ces sociétés d'envoyer évidemment tous leurs chiffres
Or, elle s'amuse, elle joue au chat et à la souris, et on a beaucoup trop peu d'inspecteurs pour récupérer des sommes absolument gigantesques. Oui. Donc là, il me semble qu'en effet, je serais d'accord avec la ministre pour dire il y a comme une directive européenne qui vient de passer qui dit que le principe, c'est celui de la subordination, donc de oui, vous savez bien qu'elle n'est pas encore transposée. Oui, bien sûr. Mais et la transposition est super complexe. Bon, espérons qu'on y arrivera. Michael, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, j'écoute tout ce qui est dit et on comprend qu'effectivement, ça sera au cœur du débat présidentiel. Espérons-le. Ce ne sont pas tant les questions que l'on pense très loin de nous, parce qu'effectivement, ce qu'on entend, c'est qu'on a beau avoir des analyses qui sont extrêmement organisées et qui sont en macro, à un moment donné, effectivement, les Français vont se déterminer par rapport à ce qui est dans leur périmètre. Ouais. On le voit. Ouais. Donc ça sera forcément au cœur du débat 2027. Mais si je peux me permettre, on a parlé de réformes, de taux de croissance, etc. On sait très bien qu'une des grandes réformes, c'est qu'il faut augmenter notre taux d'emploi. Oui. Pour augmenter notre taux d'emploi, par exemple des seniors, il faut améliorer les conditions de travail. Donc il y a un énorme chantier à ouvrir sur les conditions de travail qui est absolument nécessaire. Et après, il y a plein d'autres réformes à faire. Par exemple, mettre en place un service public de la petite enfance pour permettre aux femmes d'augmenter leur taux d'emploi. Augmenter la prise en charge à domicile des seniors. On a un énorme problème devant nous, c'est le vieillissement, les personnes dépendantes. La démographie, c'est mécanique. Hein, mais c'est ça les vraies réformes. Oui. C'est ça les vraies réformes. Alors, tiens, puisque vous parlez du taux d'emploi et finalement du monde du travail, je vous propose d'écouter Gabriel Attal. C'est pas exactement les mêmes solutions, puisque lui, il veut voir une réforme de l'assurance chômage. C'était ce qu'il avait évoqué, quand il était Premier ministre. Aujourd'hui, président du groupe Ensemble pour la République, il porte les mêmes idées. Hein. Pour nous, l'objectif de la politique économique de notre pays, ça doit être tout pour le travail, tout pour ceux qui travaillent. Notre modèle social a beaucoup de qualités et d'atouts, mais il a un défaut principal, il n'encourage pas suffisamment au travail. Nous avions préparé une réforme de l'assurance chômage. Elle n'est sans doute pas parfaite, mais elle existe. Et elle envoyait un signal clair, quand on peut travailler, on doit travailler. Dans la situation dans laquelle nous sommes, je ne crois pas que nous puissions nous payer le luxe d'hésiter, de tergiverser ou de reculer en matière de réforme de l'assurance chômage. Il est urgent de réformer. Quand on peut travailler, on doit travailler. Voilà ce que dit l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Avec un sous-entendu derrière, Anine Leclerc. Moi, je pense qu'en tout cas, les Français sont très attachés au travail. Et dans ces discours où on sous-entend toujours que des gens se prélasseraient au chômage, parce que c'est un petit peu ça le sous-entendu de toutes ces questions, moi, je croise très peu de gens qui s'épanouissent dans le chômage. Au contraire, tous les reportages qu'on fait ces dernières années, je peux vous en assurer, on a fait énormément de reportages. Les gens sont extrêmement attachés au travail. Et même, ça m'a fait relire. Moi, j'étais un trop jeune journaliste pendant la campagne présidentielle 2007, mais je m'étais dit, tiens, c'est fou comme Nicolas Sarkozy avait vu ça, cet attachement à la valeur travail, travailler plus pour gagner plus. La France, à partir, je ne sais plus comment c'était, les gens qui se lèvent tôt, voilà, etc. Et en fait, c'est vrai que c'était dans le mille. Franchement, par rapport à tout un tas de choses que j'entends, les gens, ils sont très attachés au travail, mais il y a toujours un décalage, si vous voulez, dans ces... je reprends le discours de François Bayrou, puisque finalement, c'est le dernier grand discours qu'on a, puisqu'il n'y en a pas eu encore de Sébastien Lecornu, mais dans son discours, justement, donc, il dit qu'il faut réformer l'assurance chômage, il dit les Français ne travaillent pas assez, c'est bien connu, mais j'aimerais qu'on se projette juste... Aujourd'hui, il y a des Français qui travaillent au 3-8. Le travail de nuit augmente. Le travail du dimanche est stable sur plusieurs années, mais en fait, il augmente sur la catégorie des ouvriers employés. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les gens ont vraiment très mal vécu cette idée de perdre 2 jours fériés. Pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est un droit au repos, et pour une partie des Français qui travaillent les jours fériés pour nos magasins, pour notre confort, pour qu'on aille dans nos magasins de bricolage, c'est des journées où ils sont payés double. Donc c'était 2 bonnes raisons de ne pas être d'accord. Donc il y a un décalage, mais vous ne pouvez pas savoir le décalage qu'il y a entre ces discours où on dit aux Français qu'ils ne travaillent pas assez, avec des gens qui sont usés par le travail. Il y a une explosion des troubles musculo-squelettiques, d'accord ? Donc on dit à des gens qui sont déjà complètement usés, il faut travailler davantage. Mais les gens, ils ne se projettent pas. Raison pour laquelle d'ailleurs, les gens ont aussi mal vécu la réforme des retraites. Parce que quand vous n'arrivez plus à lever les épaules et qu'on vous dit qu'il va falloir porter des colis 2 années de plus,
c'est quelque chose que vous vivez physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Allez, il nous reste un peu moins d'une minute, je veux bien vous entendre pour conclure, Erwan Lenoir. Sur ce même thème, je vais reprendre une autre citation de Gabriel Attal, notre modèle social n'encourage pas assez le travail, disait-il. Ça dépend ce qu'on entend par là. Est-ce qu'il veut dire effectivement dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas assez, ou alors qu'il y a effectivement beaucoup de désincitation à l'emploi, y compris qui pèse sur les entreprises. Employer un salarié, ça coûte cher. Et quand vous êtes employeur, vous y réfléchissez à 2 fois. Trop de charges. Il y a énormément de charges. Trop de charges, trop de régulation. Pas au SMIC. Pas au SMIC. Mais il n'y a pas que, heureusement, par exemple, les employés au SMIC. Mais vous avez raison. Mais c'est quand même, il y a aussi toutes les régulations à côté. Ça a un coût énorme. Collectivement, est-ce que la France travaille moins que ses voisins? Vous l'avez dit, il y a des questions de taux de chômage, il y a des questions de taux d'emploi. Et ça, la seule façon de les résoudre, c'est pas par les politiques d'accompagnement, mais c'est aussi par la croissance. Et la croissance, ça ne marche jamais avec plus de dépenses publiques et plus de fiscalité. On a entendu. Keynes avait dit le contraire. On a entendu vos arguments aux uns et aux autres. Alors, je ne veux pas ouvrir maintenant un débat sur Keynes. Voilà. Ça serait passionnant, mais j'ai pas le temps. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Dominique Méda, Une société désirable, votre dernier, vos éditions Flammarion. Erwan Lenoir, L'obsession égalitaire, c'est aux presses de la Cité. Merci encore. On vous lit évidemment dans le quotidien Le Monde. Voilà, fin de ce Sens Public. Vous pouvez retrouver notre émission sur la plateforme publicsena.fr en podcast, ça marche très bien. Vous partez faire votre footing avec l'émission dans l'oreille, vous pourrez écouter Dominique Méda par exemple demain matin pendant votre footing. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la matinale, tiens justement, ce sera Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, qui sera l'invité d'Oriane Mancini. Belle soirée.